Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Comme les autres intervenants, je tiens à vous remercier pour cette occasion de nous exprimer devant tout ce panel. Et surtout, je suis très honoré de pouvoir intervenir à cette table ronde avec des personnalités de aussi haut rang. Donc voilà, ça c'était pour les remerciements. Je vais être un petit peu plus pratique, enfin pas forcément plus pratique puisque la démonstration de Thierry Vickers c'était extrêmement pratique, mais en tout cas je vais revenir à un sujet que j'ai porté au sein de l'association Open Law et en partenariat avec l'ADIGE en 2016 et qu'on continue à porter encore aujourd'hui. C'est le sujet, on en a parlé en introduction, de la charte éthique pour un marché du droit en ligne et ses acteurs. Il faut se replacer dans le contexte. On est fin 2015, début d'année 2016. On a d'un côté des nouveaux entrants sur le marché du droit qui viennent perturber, qui viennent un petit peu bousculer l'ordre établi, puisque on avait jusqu'à présent les professions réglementées qui étaient sur le marché du droit et puis un certain nombre d'acteurs autour. Puis là, on a de nouveaux entrants qui arrivent, qui viennent bousculer le marché du droit et qui viennent dire qu'il n'est pas possible que 50% des justiciables n'aient pas accès au droit. Il n'est pas possible que les avocats puissent, ou les huissiers, ou les notaires, ou les autres puissent travailler de telle ou telle manière. Et on va rentrer sur ces créneaux-là, on va essayer de faire bouger les lignes. Et à l'époque, bien sûr, ces nouveaux acteurs sont très mal perçus et sont considérés quasiment systématiquement comme des braconniers du droit. Le contexte est amusant et je me permets de le rappeler parce que c'est dans ce contexte-là, et de manière peut-être un petit peu folle, en tout cas quand je le resitue dans le contexte, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, qu'avec l'association Open Law, avec l'association ADIGE, alors Open Law, vous avez eu l'intervention de Benjamin Jean ce matin, j'aime bien le qualifier comme ça et ça ne tient qu'à moi, c'est vraiment une communauté de personnes absolument passionnées et précurseurs sur ce marché-là. Et en 2016, on se dit, on lance un programme de l'économie numérique du droit qui a vocation à rassembler tous les acteurs, tous ces nouveaux acteurs, mais également tous les anciens, autour d'une table et les faire réfléchir sur ce qu'est cette transformation numérique du droit, le sens dans lequel elle évolue. Et parmi les différents sujets qui sont traités, il y en a un qui est celui de l'éthique. Avec ce challenge un petit peu fou qui est de se dire on va essayer de réunir tous les acteurs qui font le marché du droit autour d'une table et de les mettre d'accord sur un socle commun, minimum, de règles autour desquelles ils vont être d'accord. Et ces règles-là, elles vont être pensées dans l'intérêt du justiciable. Je vais y revenir après. Donc voilà, donc c'est vraiment dans un contexte un petit peu particulier qu'on lance ces travaux-là. Aujourd'hui, concrètement, on en est où? Et je vais, alors Bertrand Warusfeld, le professeur Warusfeld qui prendra la parole juste après moi, rentrera dans le détail du texte. Moi, j'interviens plutôt sur la méthodologie qu'on a utilisée pendant 2 ans. Et je laisserai ensuite la parole à Bertrand Warusfeld pour les aspects plus... peut-on dire réglementaire? Non, mais en tout cas, les aspects, les dispositions du texte qui est sorti de ces travaux. Aujourd'hui, on a donc ce texte, c'est 8 articles, et on a 2 annexes. Une annexe qui tient aux questions de sécurité, et une annexe qui tient à la question de la relation client. Je vais y revenir également après. Et on a plus de 200 signataires, parmi lesquels, et ça a été contre toute attente... on aurait pu penser que c'était exclusivement des startups du droit qui auraient signé ce texte, absolument pas, puisqu'on a aujourd'hui autant de startups du droit que de professionnels du droit, au sens, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je vais dire, mais dans le sens traditionnel du terme, autrement dit des cabinets d'avocats, des études de notaires, des études d'huissiers, des directions juridiques, et également tous les acteurs qui gravitent autour de ceux qui vendent réellement le droit sur le marché, qui font réellement le droit sur le marché, que sont les prestataires de services. Je pense bien sûr en premier lieu aux éditeurs juridiques qui n'ont pas attendu le mot Legal Tech pour développer des outils informatiques appliqués au droit et de la technologie appliquée au droit. Alors, qu'est-ce qui a fait que finalement, en l'espace de 2 ans, on a réussi à créer un texte qui réunit des acteurs qui à la base sont absolument pas d'accord sur leur perception du marché du droit et sur la manière dont celui-ci pourrait être réglementé? Comment on fait pour réunir 200 acteurs qui signent ce texte, parmi lesquels des acteurs institutionnels aussi, je ne les ai pas nommés, mais on a entre autres la FJE, on a entre autres le syndicat national des huissiers de justice, et puis on travaille en partenariat étroit avec le barreau de Paris sur ces questions-là, qui sont impliqués depuis le début sur le projet, et la Chambre nationale des huissiers de justice, je sais que vous aviez un de leurs représentants qui était là ce matin. Quels sont les facteurs clés de succès de ce projet-là? Alors, j'en ai listé 4, il pourrait y en avoir plus, mais en tout cas, c'est les 4 qui me semblent les plus importants. Le premier, c'est d'avoir conduit l'intégralité de nos travaux autour de l'intérêt supérieur du justiciable. Plutôt que de réfléchir sur un marché du droit qui, à l'époque, était éclaté
avec des intérêts qui étaient divergents propres à chaque profession. On a essayé de réunir et de partir de ce qui a été construit en termes de déontologie par chaque profession et de se dire mais qu'est-ce qui est commun à toutes ces déontologies-là? Et donc qu'est-ce qui est pensé réellement dans l'intérêt du justiciable, même s'il y a des intérêts ensuite qui sont liés à chaque profession et qui sont nécessaires pour protéger le justiciable. Mais si on se place au niveau zéro de la prestation juridique, quel est le niveau minimum que doit respecter n'importe quel acteur qui se positionne sur le marché du droit dans l'intérêt supérieur du justiciable? Donc ça, c'est la valeur qui a vraiment guidé l'intégralité de nos travaux. C'est également celle qui a permis à chacun de tomber d'accord sur les éléments du texte. Sans ça, on n'y serait jamais arrivé, on n'aurait jamais réussi à trouver un consensus. Premier point. Le deuxième point, il est principalement d'ordre sémantique. On a beaucoup parlé de Legal Tech aujourd'hui, mais finalement, la Legal Tech, c'est quoi? Et quand on lit un petit peu les articles dans la presse, quand on écoute chacun, on se rend compte que la définition est très floue et que mal posée, elle conduit plutôt les différents acteurs à se monter les uns contre les autres qu'à se positionner de façon égale sur le marché pour aller dans une direction commune et dans un intérêt commun. Donc il est important, alors je prends une casquette et je le dis systématiquement quand je prends la parole, les legal tech, ça ne veut rien dire. Et quand on est arrivé en 2015-2016, tout le monde disait les legal tech, les legal tech, les legal tech, en les positionnant par opposition finalement à ces professions qui étaient sur le marché du droit depuis des années, mais qui pour certaines déjà innovaient, avaient déjà développé des outils hyper intéressants, hyper précurseurs, qui modifiaient les modes de production pour répondre à de nouvelles attentes du justiciable ou de nouveaux besoins des justiciables. On n'a pas attendu l'arrivée des startups numériques du droit pour que la technologie du droit existe. Donc vraiment, cette opposition qu'on a souvent entendue, qu'on entend encore souvent entre les legal tech pour les opposer aux autres professions, c'est une erreur qui ensuite induise et empêche les différents acteurs de tomber d'accord sur la règle de droit. Alors, du coup, on a arrêté de dire la legal tech, on a dit la legal tech. Et la legal tech, c'est quoi? C'est un écosystème d'acteurs qui utilisent les technologies pour produire le droit autrement et pour répondre à de nouvelles attentes des justiciables ou de leurs clients. Et dès lors qu'on réfléchit comme ça, on n'est plus sur une opposition entre, d'un côté, ces personnes qu'on qualifiait de braconniers en 2015, qui pour certains l'étaient, mais pour d'autres absolument pas, aux professions qui sont en place depuis des décennies, voire des siècles. Et donc, ça simplifie réellement le débat. Et donc, c'est un autre des facteurs clés de succès de la démarche qu'on a engagée il y a 2 ans. Le troisième point, ça a été de construire un lieu de dialogue neutre. Et je pense que c'est bien ce qui qualifie en fait l'association OpenLaw. On a une diversité d'acteurs énorme qui viennent discuter, échanger sur des tas de thématiques. Alors, cette charte éthique est une des thématiques d'OpenLaw, et je pense que le président Benjamin Jean vous en a donné d'autres ce matin pour ceux qui étaient là. Mais cette construction d'un lieu de dialogue neutre, il est essentiel, parce que ça permet à chacun de discuter de façon totalement libre sur ce qu'il pense de telle ou telle question, et donc de construire également beaucoup plus facilement, avec une beaucoup plus grande agilité, un texte ou des propositions sur tel ou tel sujet. Ce lieu de dialogue neutre, il implique également une démarche qui est très inclusive, c'est-à-dire que toutes les personnes qui souhaitaient venir, et d'ailleurs c'est toujours le cas, toutes les personnes qui souhaitent venir partager une idée ou travailler sur ce texte-là, ou émettre des critiques ou des propositions sur le texte, c'est systématiquement le bienvenu, et on les analyse au regard des différents travaux et réflexions qu'on a déjà eus, et on les reconfronte. Et on est dans une démarche permanente d'amélioration et de retravail sur ce texte et sur cette communauté. Quatrième facteur clé de succès, on était sur une approche qui est collaborative. On a parlé à plusieurs reprises de la loi Le Maire. Je ne dis pas de bêtises, c'est 2016, c'est ça, ouais. Donc on a beaucoup parlé de la loi Le Maire, mais en fait on était sur une démarche similaire, c'est-à-dire qu'on a ouvert, d'ailleurs c'est avec le même outil Démocratie OS, on a ouvert le texte en version bêta à la communauté. Quand j'entends la communauté, c'est tous ceux qui font le droit aujourd'hui. Donc ça va de l'éditeur de logiciels à l'éditeur juridique plus traditionnel, à la start-up du droit et aux différents représentants des professions. Et on leur a dit, voilà le texte, le socle commun tel qu'il est envisagé aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Quelles remarques avez-vous à nous faire? Et qu'est-ce que vous changeriez? Et là, ça a été intéressant parce qu'on est rentré dans toute une phase de débat pendant 3 mois. On a reçu une centaine de contributions, ce qui nous a permis d'arriver à un texte entre guillemets abouti, puisqu'il y a encore tout à faire sur le sujet, à la fin de l'année 2016. Ensuite, on a retravaillé en 2017 sur une version 2 du texte qui a été un petit peu retravaillée à la lumière des différents
la lumière des différentes dispositions qui étaient passées, et puis également des réflexions. Ce qui est très intéressant, c'est quand on prend les travaux au début et quand on prend les travaux aujourd'hui. Aujourd'hui, on est réellement sur une communauté d'acteurs qui décident de partager des bonnes pratiques. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque on n'est plus sur une bagarre de périmètre. Permettez-moi l'expression bagarre, mais c'était quand même la réalité. Et on est réellement sur une démarche d'une communauté d'acteurs qui se disent, tiens, comment vous répondez à tel problème? Comment vous vous adressez telle ou telle population? Quelles sont les solutions que vous avez? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Et donc, on est sur une communauté d'acteurs qui partagent ces choses-là et qui, ensemble, deviennent plus fortes autour de dispositions de ce texte qui alimentent leur réflexion, en fait. Donc, voilà pour les 4 facteurs clés de succès. Ce qui a été également très intéressant, et ça rejoint les travaux qu'on mène cette année, comment ça se fait qu'on a des cabinets d'avocats et des études qui finalement se sont dit, mais qui sont arrivés en disant, moi je participe à ces travaux-là parce que je veux museler les startups du droit, et qui sont repartis en se disant, non seulement je ne veux pas les museler, mais on a énormément à apprendre l'un et l'autre ensemble. Ça a été notamment la question de la sécurité. La question de la sécurité, elle est clé. Je prends l'exemple de la profession d'avocat que je connais bien, parce qu'en fait, de la sécurité, c'est un des incidences sur la question du secret professionnel, entre autres. Pas seulement, mais entre autres. Et donc, c'est imposé par la déontologie. Et quand on a réuni les différents acteurs autour de la table en disant, mais qu'est-ce que vous faites en matière de sécurité? Et en fait, on s'est rendu compte que les professionnels du droit, avocats, huissiers qui étaient autour de la table, n'étaient absolument pas armés sur ces questions-là. Et qu'on avait des start-upers qui arrivaient en disant, nous, en interne, on a une formation obligatoire de tous nos collaborateurs sur tel et tel sujet. D'un point de vue technique, on s'est baqué en respectant telle ou telle norme. Et vous? Et mis à part quelques représentants de grands cabinets, où il y a des DSI, où il y a vraiment une professionnalisation de ces fonctions-là, on s'est rendu compte que les avocats, les huissiers et les notaires étaient en tout cas parfois très mal armés sur ces questions-là. Et ils se sont dit, OK, en fait, on a énormément à apprendre l'un de l'autre, et il faut qu'on passe à la vitesse supérieure sur ces questions. C'est un exemple parmi d'autres, il y en a eu plein d'autres. Où est-ce qu'on en est maintenant? Alors, travaux 2018, bien sûr, il y a des mises à jour du texte, notamment vis-à-vis du RGPD qui est sorti le mois dernier. On a des contributions permanentes, et notamment menées, Marie-Aimée, Madame le bâtonnier de Paris nous en parlait tout à l'heure, au sujet du lab de l'EFB. On a des élèves avocats qui réfléchissent à ce texte-là et qui le mettent, et qui apportent un regard et qui font des propositions sur ce texte-là. Donc on est sur une démarche de proposition permanente. On a également, ce texte inspire aujourd'hui... Comment? Ouais, 2 minutes. J'ai presque fini. Ce texte également inspire beaucoup de personnes. L'incubateur du barreau de Paris, dans le cadre de son projet d'incubation, impose au minimum, et bien sûr c'est pas seulement, mais que les personnes qui soient incubées respectent les dispositions du texte. On a également un certain nombre d'institutions qui sont autour. Et puis enfin, en dernier lieu, et je terminerai sur ça, on a traduit le texte en anglais en début d'année. Pourquoi? Parce que finalement, l'intérêt du justiciable, il n'est pas propre à la France. C'est un sujet qui est beaucoup plus large et beaucoup plus complexe, et il faut réussir à en discuter au niveau européen et au niveau international. Et je sais, j'ai pas encore eu le retour, il a été présenté très récemment à l'ABA, l'American Bar Association, et voilà, je sais que les travaux ont été discutés, j'étais pas présent, donc je peux pas encore vous rapporter exactement les tenants aboutissants, mais en tout cas ça a été présenté. Voilà, donc cette année, on remet à jour le texte, et on travaille sur 2 axes. On rend l'annexe sécurité intelligible pour tous, et notamment pour les professionnels de droit, parce que il y a un certain nombre de dispositions qui sont très complexes à comprendre. Et en dernier lieu, on travaille sur, et c'est un sujet à la mode, on en a parlé toute la journée, sur la transparence des algorithmes et la manière dont on pourrait intégrer des dispositions nécessaires à ce texte. Merci beaucoup et désolé d'avoir été long.